Bonjour chers collègues, bonjour Françoise Lorcerie et bonjour Francis Niabek-Mebenga. Nous vous accueillons en tant que cahier pédagogique sur notre chaîne pour votre numéro que vous venez de sortir, Racisme avec S et école. Donc vous avez coordonné ce numéro et aujourd'hui nous souhaiterions vraiment le découvrir avec vous. Donc, je commence par donner la parole à Françoise Lorcerie. Pourquoi un tel dossier aujourd'hui? Pourquoi un dossier avec racisme avec S et école? Merci Andrea. Mais oui, effectivement, ce dossier méritait d'être fait dans le contexte que nous connaissons. Et précisons qu'il a quand même été fait avant les élections, mais on a bien vu que les élections justifiaient ce dossier amplement. Il y a énormément de mots, de discours qui s'échangent à propos du racisme et de l'antiracisme, et on dit tout et son contraire. On parle de racisme, on parle de wokisme, on parle d'islamo-gauchisme. Tout ça a à faire avec le racisme, mais quoi exactement? C'était très, très confus. Les gros mots volent et on avait l'impression que, il fallait faire quelque chose pour en fait, clarifier la question au profit des enseignants, de nos lecteurs et de nos lectrices. On se souvient des propos de l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer à propos de l'université française qui était supposée gangrenée par l'islamo-gauchisme et la ministre de l'université qui avait repris ses propos. On disait vraiment tout et n'importe quoi. Donc repérer, donner des éléments pour caler la lecture des réalités et des réalités qui pénètrent l'école, puisque finalement, les gros mots s'échangent aussi parfois dans l'école et dans la salle des professeurs. Donc, autour de l'école, dans l'école, les élèves entre eux, mais aussi les élèves avec les professeurs avec les élèves parfois. Bref, quelque chose de prégnant, mais qu'il nous fallait essayer de mieux repérer. Alors, racisme au pluriel, pourquoi? Parce que, évidemment, il y a plusieurs personnes, catégories de personnes qui peuvent être victimes de racisme, mais surtout, concrètement, dans ce cahier, parce qu'il nous a paru qu'il y avait trois grandes catégories de racisme et que nous voulions permettre aux lecteurs de bien les sentir, de les étayer et de pouvoir ajuster leur comportement par rapport à ces trois catégories. Quelles sont ces trois catégories? La première est celle à laquelle on pense tout le temps et qu'on enseigne d'ailleurs beaucoup. Elle fait partie des préconisations pardon, du ministère lorsqu'il s'agit de racisme. C'est le racisme idéologique. On veut dire aussi le racisme moral. C'est bien ou c'est pas bien. C'est pas bien de traiter quelqu'un comme un objet, de priver quelqu'un de ses droits parce qu'il n'est pas comme vous, etc. C'est pas bien. Ce racisme idéologique, il existe. Et en particulier, dans l'histoire, il a donné lieu à l'antisémitisme et au racisme porté par le nazisme ou par le fascisme, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, et je dirais que quand on est un lecteur des cahiers pédagogiques, ce n'est pas très important ce racisme-là, parce on a l'impression qu'il ne nous concerne pas. Nous sommes antiracistes. Nous ne connaissons pas ce racisme-là et nous n'en voulons pas. Et pourtant, le racisme, il est dans la société. Et ça, c'est les deux autres types de racisme sur lesquels on a voulu porter l'accent. Un premier type de racisme auquel on n'aurait pas pensé directement, mais que notre collègue Aurélien Aramini, qui a participé au dossier, qui va participer aussi à ces échanges, met l'accent, a découvert en travaillant dans des classes, en particulier en lycée professionnel, mais pas seulement dans l'Est de la France, un racisme qu'il appelle interactionnel, c'est-à-dire un racisme qui concerne les relations que nous, les élèves, les uns avec les autres, et qui fait un système de marquage et de démarquage. Je ne vais pas insister là-dessus, Aurélien le fera beaucoup mieux que moi. Nous avons voulu insister sur le troisième type de racisme, qui est ce qu'on appelle parfois le racisme structurel ou le racisme systémique, un racisme profond qui est dans notre société, indépendamment du fait que nous sommes antiracistes pour nous qui lisons les cahiers pédagogiques.
J'en parlais avec un proche tout à l'heure et il me disait alors ce racisme sur lequel vous voulez insister, c'est le racisme qui reste quand on est antiraciste. C'est exactement ça. C'est le racisme auquel on est exposé dans la société et si on n'y prend pas garde, effectivement, on le relaie sans le vouloir, euh, bien qu'on soit antiraciste. On a eu dans notre dossier, nous avons mis toute une série de petits encarts qui nous ont été retournés par des membres des cahiers pédagogiques, justement parce qu'on avait mis sur la liste d'échange la question suivante. Vous êtes professeur, un élève vous dit, Madame ou bien Monsieur, vous êtes raciste. Qu'est-ce que vous faites? Et là, on a différentes réponses que nous avons recueillies et que nous avons mis dans les cahiers, mais toutes ces réponses, finalement, elles tournent autour du fait que le professeur en question ne se voulait pas raciste et n'était pas raciste, et quand il réprimandait quelqu'un, par exemple, ça n'était pas par raciste, mais ça pouvait être interprété comme ça. C'est vrai que les élèves parfois abusent du terme, mais pas toujours. C'est que les élèves, ils ont, les élèves en particulier, les élèves issus des flux migratoires ou noirs ou qui peuvent être identifiés comme musulmans, ils souffrent en quotidien et quasiment, je dirais, en permanence, en fait, de racisme, d'être infériorisé, d'être vu comme différent, d'être vu comme problématique. Et c'est ça le racisme structurel. Et là, nous, avec Francine, nous tenions beaucoup à mettre cette conception-là du racisme et de l'antiracisme, en réfléchissant à l'antiracisme dans ces conditions-là, au cœur de notre cahier, de notre dossier des cahiers pédagogiques avec racisme au pluriel. C'est qu'il y a le racisme moral et puis il y a un racisme systémique qui se traduit par la racisation. Alors c'est un concept hein, que nous analysons dans le dossier, la racisation de certaines catégories de personnes, c'est-à-dire leur infériorisation, leur assignation à une altérité radicale, etc. C'est pour ça que c'était très important que ce dossier, nous soyons deux, dont Francine, pour le diriger, parce que les points de vue sont importants dans cette affaire. Le ressenti, le vécu, l'expérience au quotidien est très important. Et bon, je laisse la parole à Francine. Elle a joué un rôle considérable dans le dossier. Merci beaucoup, Françoise Lorcerie. Alors, la parole est maintenant donnée à Francine Niambek-Mebenga. Si tu peux te présenter, Francine, et nous expliquer un peu les différentes parties de ce dossier, ce que le lecteur peut trouver. Alors, merci Andrea. Donc, j'ai eu Francine Niambek Mebenga. Je suis maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est Créteil. Et donc, j'enseigne à l'INSPE de Créteil. Donc, je fais de la formation d'enseignants et par ce biais-là, je rencontre aussi, au-delà de mes propres travaux de recherche, je rencontre cette question des racismes au sein de l'école. Alors, donc, c'était vraiment un plaisir de conduire ce dossier avec Françoise. Et donc, on a, voilà, après l'appel qu'on a passé auprès des collègues, on a reçu voilà, des textes, il me semble, dont on a pu tirer des choses très intéressantes pour ce dossier. Alors, voilà, était quand même pas une mince affaire parce que là, on parle d'une question très, très complexe et qui ne peut pas être survolée, hein. Donc, on était confronté aussi là à l'exigence de le traiter de façon approfondie, tout en restant dans le format synthétique qui est le format des cahiers pédagogiques. Alors, malgré tout, on a réussi quand même à faire très court, hein, grâce à un travail élaboré minutieusement avec les auteurs et les autrices de ce dossier. Donc, on les en remercie fortement. Et donc, ça nous a permis d'avoir des formats d'articles très courts qui permettent de dégager de manière assez pertinente les différents messages qu'on a voulu passer et qui s'organisent autour de trois parties dans notre dossier.
Alors, je les décrirai à travers trois verbes, hein. Donc, dans un premier temps, on a voulu décrire les choses, hein, remettre la question dans les interactions quotidiennes, au fil des jours, enfin, de la manière dont il est vécu au quotidien par les élèves ou d'ailleurs par les adultes aussi, hein, enseignants ou pas. Et donc, ça nous a permis, dans cette partie, d'approcher d'une manière ou d'une autre comment et aujourd'hui euh, vécu le racisme au quotidien, pour reprendre ici une expression de Philomena Essed, hein, qui a théorisé qui a bien décrit ça dans son ouvrage et qui permet de voir le racisme vraiment au-delà de ses formes les plus extrêmes pour s'arrêter à la manière dont il s'expérimente au quotidien. Donc voilà, ces formes très complexes, ils s'imbriquent aussi, hein, avec d'autres rapports sociaux tels que la classe, l'origine sociale, pardon, ou le genre, hein, par exemple, hein, comme le montrent certains articles dans le dossier, notamment l'article de Laura Foy, pardon, ou encore de Margot Déa sur les réseaux sociaux. Donc, d'écrire, mais également enfin, sur plusieurs échelles, hein, à la fois à l'échelle de la classe, à l'échelle nationale et plutôt même sur d'autres territoires, s'intéresser à d'autres territoires comme des territoires ruraux, où on a aussi là été, on a été voir comment cette question se manifeste dans ce contexte. Alors, j'en viens à la deuxième partie, et qui est le cœur même de ce dossier, hein, que j'en parle en utilisant le verbe soutenir l'action pédagogique. Donc ça, c'est vraiment cet ensemble de textes de la deuxième partie va vraiment essayer, en tout cas, on a essayé autant que faire se peut de répondre à la demande qui est celle des enseignants, hein, d'être accompagnés sur ces questions-là, et parce qu'ils, elles, se trouvent souvent très démunis face à leur classe et face à ces expériences de racisme au quotidien, avec plusieurs types de propositions pour travailler concrètement au sein de la classe. Par des supports pédagogiques, des fiches outils, voilà, on a même une proposition sur comment travailler avec les archives nationales sur ces questions-là, des guides conceptuels. Voilà, on a essayé vraiment d'être très pratique avec des outils qui peuvent être appliqués par les enseignants et les enseignants dans leur classe pour traiter de la question. Alors, la troisième partie, elle, qui avait pour but de définir et d'éclairer. Éclairer, c'était un peu ce que disait Françoise aussi dès le début, hein, donc éclairer tous les débats qui sont très, très vifs dans notre société sur cette question-là, avec éclairé par un cadrage théorique, que ce soit sur des concepts qu'on peut entendre très souvent. Elle en a rappelé d'autres aussi, hein, où moi je parle aussi peut-être de racisme systémique, qui est finalement celui sur lequel on a voulu mettre une loupe dans le cas de ce dossier. Donc, des éclairages de cet ordre-là, mais également au-delà des mots qui sont utilisés, revenir aussi un peu sur la présentation de certaines formes de racisme qui ne sont pas toujours très connues. Par exemple, le racisme anti-asiatique, qu'on a découvert pendant la période du coronavirus, hein, qui s'est exprimé à ce moment-là de façon assez très forte, ou encore sur le racisme anti-Rome, qui, là aussi, dont plusieurs enquêtes montrent qu'il est un des
des racismes les plus virulents, mais qui n'est pas souvent présenté comme tel. Donc voilà, on a voulu apporter voilà, clarification, traiter des racismes qui sont peu traités aussi. J'ai parlé de ces racismes-là. Bien entendu, l'antisémitisme a aussi une place dans le dossier, y compris le racisme contre les personnes perçues comme musulmanes. Voilà, donc on finit cette partie du dossier par un texte en fait en termes d'ouverture et là qui porte sur la pédagogie critique, un appel, une invite à une réflexion sur la possibilité de mettre en place en tant qu'enseignant ou enseignante une pédagogie critique pour en termes de non pas voilà, pas dans une perspective moralisante, hein, pas du tout. C'est vraiment une invite à une pratique réflexive pour ne pas re-racialiser, y compris quand on entend faire de la pédagogie, de l'éducation contre le racisme. Donc voilà. Et puis, je terminerai par renvoyer quand même à des articles, hein. Le dossier est très riche. On a des articles en ligne aussi, hein, que les lecteurs et lectrices pourront consulter toujours avec enfin, en tout cas le même intérêt, on espère. Je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Pour les cahiers pédagogiques, nous le savons, et les lectrices et les lecteurs le savent déjà, nous avons des très très beaux dessins, des très belles caricatures parfois de ces questions vives et importantes. Nous avons choisi un dessin que nous vous avons soumis. Euh, comment cette représentation euh, dialogue avec vos propres représentations dans votre prise en charge de ce dossier? Qu'est-ce que ce dessin vous évoque? Oui, ce dessin, il me paraît vraiment bien représenter la difficulté que nous avons eue avec ce dossier et même, je dirais, la difficulté que nous avons eue entre nous, entre les membres du CRAP, du comité de rédaction de la revue. Et il en reste quelque chose dans le titre que la revue a mis à l'avant-propos, c'est-à-dire à l'éditorial du dossier qui précède le dossier lui-même, ne plus être raciste. Or, notre dossier, en réalité, s'adresse à des gens qui sont déjà pas racistes, antiracistes même. Donc, pour eux, le problème n'est pas tellement de ne plus être raciste, mais plutôt de lire les échanges sociaux autrement, de ressentir, de se mettre à la place des gens qui vivent le racisme, lorsque même appartiennent à la population majoritaire, ce qui est le cas de beaucoup de nos collègues. Mais pas tous, évidemment, mais quand même, quand ils le sont, ils ont de la peine à se mettre à la place de ceux qui éprouvent du racisme constamment, ce fameux racisme systémique ou structurel. Et donc, ce dessin-là, il dit, ben voilà, quelqu'un qui veut parler de ça, c'est compliqué, donc bon, parlons d'autre chose, en fait, hein, ça sera plus simple. C'est pour ça que ce dessin humoristique, comme ça, qui exprime de façon subtile, sans mettre les points sur les i, nous a paru intéressant. En fait, peut-être que dans notre dossier, du coup, je me dis a posteriori, peut-être qu'on aurait dû mettre plus les points sur les i. Et peut-être qu'ils n'ont pas encore été assez mis. C'est difficile, en fait, de se repérer dans ce dossier-là du racisme. Lorsqu'on appartient à la population majoritaire, lorsqu'on est blanc en raccourci, c'est pas facile de sortir de la vision morale de l'antiracisme. Merci beaucoup pour cette interprétation. À toi, Francine, comment tu interprètes ce dessin et qu'est-ce que ça évoque pour toi? Je trouve aussi qu'il résonne très bien avec en tout cas, le message qu'on voulait passer dans le cadre de ce dossier, hein, qui était de travailler sur
une perception du racisme qui est ainsi transparaît dans la position de cette enseignante et qui reste dominante au sein de la société. Et donc un racisme colorblind, c'est-à-dire, comme l'a montré Eduardo Bonilla Silva, un racisme qui finalement existe même quand il n'y a pas d'idéologie derrière ou quand il n'y a même pas de croyance en l'existence de race, qui est le cas de cette enseignante et ce qui a pour conséquence justement de la mettre dans cet état qu'on voit, hein, elle est complètement abattue par une telle une telle accusation de la part de son élève. Et donc, pour moi, ça relève d'un malentendu cognitif ici sur la nature du différent. L'un qui accuse et l'autre qui ne voit pas ou qui ne comprend pas du tout la nature de cette accusation, mais surtout le poids de cette vision morale du racisme, hein, sur les individus et qui a pour conséquence tout simplement d'empêcher la discussion qu'on pourrait avoir et qu'on devrait avoir sur cette question. Donc, une forte charge morale qui transparaît et qui voilà, rend difficile la mise en discussion de cet objet et qui mérite, comme on essaie de le faire dans le dossier, d'être inscrit dans les rapports sociaux qui le produisent. Donc, le rapport social de race, ici, ce système dont on a essayé démêler les ressorts pour qu'ils soient mieux perceptibles et qu'on puisse avoir, quand on est à la place d'une enseignante qui se voit traitée de raciste, de prendre l'insulte et puis d'essayer de comprendre en fait ce que ça veut dire et voilà, et trouver des moyens pour pouvoir y répondre sans tout simplement en rester à une posture qui renvoie les individus à leur moralité douteuse, tout simplement. Et c'était l'objet du dossier. Merci beaucoup, chers collègues, pour ces différentes interventions.